Et pendant une fraction de seconde, je n'ai rien dit en mode « qu'est-ce qui m'arrive ?» Et puis, les rouages dans mon cerveau se sont actionnés, et surtout mon imagination débordante suite aux nombreux films d'horreur et enquêtes paranormales que je regarde, ont commencé à me faire péter un plomb et je me suis mise à hurler. Coucou les arcanes, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver pour un tout nouveau vlog qui se veut un petit peu witchy, du moins c'est le ton que j'ai envie de donner, à voir si ça prend. Au programme, des petites potions décoratives, des spell jars et aussi de la cartomancie et lecture de sorcières. Et je me permets de faire directement un disclaimer. Premièrement, chacun a ses croyances, nous ne sommes pas là pour juger et on respecte la chose. Deuxièmement, je ne suis pas du tout pratiquante de ce qu'on appelle la sorcellerie moderne, je vais juste prendre des trucs à gauche et à droite pour pouvoir alimenter cette vidéo. Et troisièmement, prenez cette vidéo comme du divertissement avant tout. Au programme d'aujourd'hui, je vais d'abord tirer une carte de mon oracle préféré parce que j'aime bien me tirer une carte de temps en temps, histoire de me donner le ton finalement de ma journée, de mon week-end ou de ma semaine par exemple. Donc l'idée c'est que les quelques fois où je vous prends, je vais tirer une carte pour savoir un petit peu ce qui se passe. Aujourd'hui aussi, j'aimerais bien faire une potion décorative. Si vous me suivez depuis quelques temps, vous avez remarqué que je développe une passion pour les potions. Par exemple, j'ai fait celle-ci il y a pas très longtemps pour Halloween, donc je l'aime trop, je la trouve trop belle et j'ai envie d'en refaire une autre, pas exactement la même, mais j'ai une petite idée dans la tête. Et bien sûr, il y a un roman qui va m'accompagner durant ce vlog. Et je remercie chaleureusement la maison d'édition Hugo Roman avec laquelle je collabore pour la parution de leur prochain titre. Il s'agit du premier tome des Héritiers du Chaos, le pacte de sang de Laura S. Wilde. Déjà, matez-moi cette magnifique couverture, je la trouve trop belle, on dirait une carte d'oracle ou de tarot. Vous avez en plus des petits chats ici. Avec le livre que je trouve d'une beauté stupéfiante, j'ai reçu aussi des goodies, donc je vais vous les montrer tant qu'à faire. J'ai reçu une petite planche de stickers avec quelques éléments phares du roman. J'ai reçu aussi un fan art avec, je suppose, le couple. En tout cas, la demoiselle qu'on voit, c'est le personnage principal. Et le monsieur, je ne l'ai pas encore rencontré dans ma lecture. Et ici, nous avons un marque-page qui représente exactement la même illustration. Et puis, si vous remarquez bien, nous avons un petit chat ici, il est trop mignon. On l'a aussi derrière, regardez. Il s'appelle Gris. Voilà. On l'a déjà rencontré dans le roman et je le trouve trop mignon. Donc mine de rien, ce roman, de quoi ça parle? Dès le début, on nous présente une guerre dévastatrice entre les sorcières, les démons et les vampires. On y suit le personnage de Hazel dans ce prologue qui est dévasté par la perte des siens. Vraiment, le Coven est anéanti et pour pouvoir, on va dire, mettre fin à la guerre et rétablir la paix de partout, elle décide de lancer un sort. Mais ce sort demande un sacrifice, celui de sa propre vie. Et on nous dit que ce sort a affaibli chaque clan, donc les vampires se sont endormis à tout jamais, les démons, eh bien la porte des enfers a été refermée, et les sorcières, donc le Coven, s'affaiblit de plus en plus. Et dès le chapitre 1, on se retrouve avec Neva qui rentre dans la ville de Fallwater, c'est une petite ville de sorcières à l'abri des regards des humains, et Neva, la petite particularité, c'est qu'elle est extrêmement ressemblante à la sorcière Hazel, donc qui a mis fin à la guerre entre les sorcières, vampires et démons. Donc tout le monde pense que c'est l'héritière de cette sorcière et qu'elle va avoir des pouvoirs surpuissants tout comme elle. Les pouvoirs chez les sorcières se manifestent à l'âge de 22 ans et elle en approche dangereusement, Neva. Donc tout le monde fait un pataquès de cette fameuse cérémonie pour ses 22 ans dans laquelle va se manifester ses pouvoirs parce que tout le monde pense que ça va être extraordinaire, chose dont elle n'est pas tout à fait convaincue. Et en plus de ça, vu que depuis sa tendre enfance, tout le monde la compare à cette sorcière et tout le monde pense qu'elle est la réincarnation de cette sorcière, et bien autant vous dire qu'elle a un lourd fardeau sur ses épaules et que ça commence à la peser. Moi je vois un petit peu anguille sous roche. Soit c'est la réincarnation de la sorcière mais qui est complètement déviée de sa trajectoire, soit alors elle va avoir que dalle en pouvoir. Quoi qu'il en soit, là où je me suis arrêtée, donc vers le chapitre 7, eh bien on n'est pas encore arrivé à la cérémonie qui va manifester ses pouvoirs. Je pense qu'on l'attaque directement ici. J'ai pas encore rencontré de vampire ou quoi que ce soit, mais dans ce qu'on nous dit du résumé, c'est que il y a le chaos qui s'abat sur le Coven et pour pouvoir sauver son peuple, elle va devoir réveiller un vampire assoiffé de vengeance. Et elle n'aura pas d'autre choix que de nouer un pacte de sang avec lui. Sinon voilà pour le résumé, en vrai je match très bien avec la plume dès le début, j'avais peur que ça soit un petit peu trop young adulte, je sais pas, comme elle a pas encore 22 ans, pas du tout, je trouve que la plume est hyper bien travaillée, je match vraiment avec elle et pour l'instant on nous présente un petit peu l'univers des sorcières, comment elles fonctionnent, comment fonctionne le Coven aussi. Autant vous dire
que je les aime pas beaucoup, les têtes pensantes, on va dire, du Coven, hein. Elles sont assez directives et elles laissent pas beaucoup le choix à notre chère Neva. Et ça me donne encore plus envie de faire des potions parce qu'on nous explique que les sorcières, avant d'avoir la manifestation de leur pouvoir, apprennent du coup les usages magiques et font beaucoup de potions, des potions de somnolence, de protection, etc. Même des petits pochons. J'aime trop ce qui se dessine en vrai et je trouve qu'il y a des petites inspirations, mais peut-être que je m'avance un petit peu trop, mais je trouve qu'il y a des petites inspirations des croyances de sorcellerie moderne actuelle et je match hyper bien, donc très impatiente de poursuivre. Je me permets de préciser aussi que sur la 4e de couverture, on a 3 feux qui sont dessinés, il n'y en a qu'un seul qui est colorié. C'en est tout pour la présentation de ce petit roman, on va passer maintenant à la carte du jour. J'aime beaucoup celui-ci d'Oracle, bien que au niveau de la signification et du message qu'apporte l'autrice, je suis pas forcément en accord avec ce qui est dit, mais je trouve les illustrations magnifiques, je trouve que le message est tellement bienveillant et porteur d'amour que je peux que vous conseiller ça pour vous donner un petit peu du baume au cœur. Donc on va tirer ma petite carte. On décroise les jambes surtout, j'ai tendance à croiser moi. Et c'est là où je vous dis, où je fais un parallèle avec le roman, parce que il y a un rituel à un moment donné où on lui dit à Neva de ne pas croiser les jambes, les bras ou les doigts, parce que justement c'est se fermer aux énergies et se fermer à la connexion. Et c'est un peu ce qu'on m'a appris moi pour la cartomancie, c'est de pas non plus croiser tout ça. C'est une petite information comme ça. Donc, et on va prendre juste une carte, je vais en tirer une. Celle-ci, donc vous la voyez avant moi, je sais pas du tout ce que c'est. Va dans un environnement rayonnant. Oh, c'est mignon. Je vous ai dit, c'est trop mignon ce truc. Donc ouais, comme je vous disais, j'adore les illustrations, je les trouve vraiment magnifiques. Et c'est porteur de très beaux messages, donc moi c'est ce que j'ai besoin dans ma vie. Alors c'est très drôle parce que cette carte vient en résonance avec celle que j'ai tirée hier, qui m'incitait justement à retrouver une certaine liberté intérieure et de plus me contraindre à ce qui m'oppresse, etc. et de vraiment m'écarter de tout ça. Et en fait, cette carte, c'est la continuité finalement. Puisqu'elle nous dit que l'environnement dans lequel nous sommes actuellement n'est peut-être pas totalement aligné avec ce qu'on est, nos aspirations, etc. Donc en gros, elle nous invite à un mouvement et à un changement. Donc par rapport à ce que je vis personnellement en ces derniers temps, ça me parle tout à fait, je ne rentrerai pas dans les détails, mais disons que ça me parle, voilà, on va s'arrêter là. De toute façon, je pense que dans les cartes, on voit un petit peu aussi ce qu'on veut, et je vois ça plutôt comme un mécanisme pour nous aider à prendre des décisions, mais attention à ne pas totalement se laisser influencer par les cartes. Donc ça, c'est ma petite énergie pour la journée, je vais la mettre dans un endroit histoire de pas l'oublier. Et je pense qu'on est plutôt pas mal pour cette petite introduction. Je vous reprendrai un petit peu plus tard en vous filmant un petit peu ce que je fais au niveau de ma potion décorative. J'ai vraiment envie d'allier ces derniers temps, comme j'ai fait un peu pour celle-ci, voilà, je vais vous la montrer. J'ai envie de m'amuser avec de la pâte autodurcissante que je trouve par exemple à Action, histoire de me faire des petites choses comme ça décoratives dessus. J'ai 2 idées, notamment une avec un peu une pomme et faire une sorte d'élixir de beauté pour m'inspirer de Blanche-Neige, et l'autre avec des araignées que je ne vous montrerai pas dans cette vidéo parce que je sais que certaines sont sensibles à ces petites bestioles. Donc je vais m'arrêter là et je vous reprends un petit peu plus tard dans la journée pour vous reparler du livre et vous montrer ce que j'ai fait comme petite potion. Hello les gens, on se retrouve donc un petit peu plus tard dans la journée. Je me suis munie d'un bon petit thé avec ma magnifique tasse d'octobre. Comme vous en doutez, ça fait partie de mes tasses préférées pour ce mois-ci. Elle est si belle. Quoi qu'il en soit, je vous retrouve donc pour vous faire non seulement un petit update sur cette merveilleuse chose, mais aussi pour faire notre petite activité de sorcière. Et j'ai décidé donc qu'on allait faire une potion, donc je suis pas encore décidée au niveau de la forme de la chose. Mais bon, on va voir ça ensemble. Déjà, pour vous parler un petit peu de la suite des héritiers du chaos, donc j'ai bien avancé, j'en suis à là. Donc chapitre 12 et je suis à la page 133. Ça y est, la cérémonie donc qui est censée révéler les pouvoirs de Neva a eu lieu. Et forcément, rien ne s'est passé comme prévu. Et on voit en plus de ça que Neva est toujours de plus en plus dans la contradiction avec les doyennes du Coven, qui veulent absolument tout régir de sa vie parce que soi-disant c'est l'héritière de cette sorcière surpuissante et elle a des devoirs envers son Coven, des devoirs qui sont assez archaïques et qui moi-même me ferait un petit peu lever les yeux au ciel et rouspéter beaucoup. Et comme c'est écrit à la première personne, en vrai j'avais extrêmement peur de me retrouver avec la sensation d'avoir une fille capricieuse qui est tout le temps en train de râler, etc. alors qu'on est loin de ça. Je trouve que la plume est hyper bien soignée et assez mature en fait,
Donc c'est hyper agréable à la lecture et je suis assez contente parce que finalement je suis très empathique envers Neva et elle réagit d'une certaine manière qui me plaît bien. Voilà. Je trouve qu'elle est vraiment dans la confrontation mais avec suffisamment de retenue pour comprendre les besoins du Coven et qu'elle est obligée un petit peu de nourrir ses espoirs sans forcément dire bah non, je vais pas vous dire amen à tout et on va essayer d'arranger les choses par la suite. Donc je trouve qu'elle a une bonne position et ce qui la rend plus mature que ce à quoi je m'attendais et c'est dans le bon sens du coup. Une chose dont je vous ai pas parlé aussi et qu'on voit dès le début du roman, c'est que Neva, elle a une petite voix dans sa tête qui se manifeste surtout au travers de ses rêves. On sait pas qui c'est, on sait juste que c'est une voix masculine et au vu du résumé, on se doute un petit peu de ce que c'est, ou plutôt de qui il s'agit. Et cette voix-là, elle a cette attraction pour elle et elle a vraiment envie de savoir qui c'est, d'aller chercher et d'une certaine manière de protéger aussi cette voix et ce secret qui n'appartient qu'à elle et à cette voix. Donc là, on est avec la suite de la cérémonie et j'avais vraiment envie de vous faire un update à ce moment-là parce qu'on a vraiment cette cassure sur toute la petite vie un peu tranquille des sorcières vu qu'on arrive au moment de la cérémonie et qu'il se passe énormément de choses et qu'il y a une menace qui donc s'abat sur le Coven. Donc on sent qu'on arrive sur une toute autre ambiance là et bien sûr notre chère Neva se retrouve dans de beaux draps aussi. Je ne vous dirai pas ce qui se passe, je pense que c'est mieux de le découvrir par soi-même. Mais bon voilà, pour le moment, j'apprécie beaucoup ce que je lis. J'avais pas forcément remarqué tout de suite dans le roman, mais en fait il y a des illustrations. Il y en a deux, il me semble. Enfin en tout cas j'en ai vu deux. Je vous montre la première parce que je pense pas qu'elle spoil. Par contre la seconde, je sais pas trop, donc je vous la montrerai pas. Mais la première illustration, donc voici celle-ci. On retrouve Neva avec son petit chat, donc gris. Et non, j'aime vraiment beaucoup ce que je lis. Je trouve que c'est super intéressant d'un point de vue sorcellerie, on est vraiment sur cette construction de Coven et on nous en dévoile suffisamment sans que ça soit hyper lourd. Et j'avais peur aussi qu'on rentre directement dans le côté Enemies to Lovers. Non, j'ai l'impression qu'on prend beaucoup son temps et ça j'apprécie parce que je pense qu'on va être sur quelque chose de assez slow burn. C'est du moins l'impression que ça me donne, donc on verra pour la suite. En tout cas, je suis très impatiente d'en savoir un petit peu plus sur cette voix. Pourquoi aussi il y a cette ressemblance assez frappante avec Hazel, mais qui est en même temps totalement à l'opposé de la personne qu'elle était. Je sais pas trop à quoi m'attendre, franchement, je suis agréablement surprise autant par la plume, l'univers et l'intrigue qui se dessine, donc je suis franchement impatiente de m'y remettre, donc on va faire la potion et ensuite je me remets à ma lecture. Donc pour en revenir à ma petite activité de sorcière, je vais d'abord boire un petit peu de mon thé. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'avais envie de reprendre un peu le même principe que ma potion citrouille, mais en faisant une inspiration à Blanche-Neige avec un élixir de beauté. Pour ça, je me suis fait une petite pomme en pâte autodurcissante que j'ai coloriée avec mes Tuli Art parce que j'ai pas de peinture chez moi. Donc voilà un petit peu ce que ça donne au niveau de ma petite pomme. Donc je l'ai fait bien rouge. J'hésite à repasser un petit coup de Tuli Art, mais bon. Pour l'instant, ça a l'air d'aller. Et j'hésite au niveau de la forme de ma potion. Soit je me dis, je prends celle-ci, voilà, qui est plutôt allongée en haut, mais ronde en bas. J'ai envie de rappeler la forme de la pomme en tout cas, donc quelque chose d'assez circulaire. Et j'ai donc aussi ces deux potions là, sensiblement la même forme, mais celle-là elle est beaucoup plus petite. Et l'idée c'est vraiment d'avoir la pomme au-dessus. Je sais pas trop ce que vous en pensez, j'hésite entre les deux. Peut-être celle-ci. Celle-ci me semble beaucoup trop petite, je vais pas la prendre. Sinon il y a ce côté allongé là aussi que j'aime bien. Ah je sais pas, faut pas oublier que je suis balance, hein. Techniquement je sais pas prendre des décisions. Je trouve que c'est un petit peu plus mignon avec celle-là. Bien sûr j'ai sorti tout mon attirail de potions parce qu'il y a besoin de beaucoup de matériel. Je vais enlever l'étiquette et la protection qui est ici et je reviens juste après. Et me revoici du coup, j'ai enlevé toute la protection sur la potion. Je vais voir, je vais faire un test parce que habituellement je mets de l'eau avec un mélange de glycérine, sauf que c'est qui tout double. C'est soit vous scellez hyper bien votre potion et ça tient, il n'y a pas de problème, soit vous avez mal scellé votre potion et vous avez ensuite de la vie qui est en train de naître à l'intérieur. Donc pour éviter ça, j'ai trouvé un autre composant à mettre à la place de l'eau, donc on va voir ce que ça donne, mais je suis pas sûre que ça se mélange bien avec le colorant alimentaire. Donc je vais faire un test. On s'est muni d'une petite baguette pour pouvoir mélanger le tout et de mes colorants alimentaires qui sont où? Voilà, ils sont là. Alors mon idée c'est pas d'en mettre beaucoup en fait, c'est juste de voir si ça se mélange bien avec le colorant alimentaire. Je vais prendre comme ça vite fait du rose. Et voyons voir. Comme je m'y attendais, ça se mélange pas. Ou alors très mal. Ça m'embête parce que ça se mélange pas très bien en fait. Ça se mélange pas, j'abandonne mon idée. Je vais rester sur l'eau classique. Finalement donc, j'ai mis de l'eau dans ma potion et je vais vous baisser un petit peu pour que vous puissiez voir. Je vais me mettre comme ça pour que vous voyez bien ce que je fais. Là, on va rajouter du colorant alimentaire. Donc mon idée c'est de rappeler la pomme rouge. Donc je vais mettre du colorant alimentaire rouge. On mélange bien.
Et on a un beau rouge éclatant. Une fois que ça c'est fait, on va rajouter de la poudre mica pour quand on mélange, ça change de couleur. Dans mon idée avec cette potion, c'est de rappeler donc la méchante reine dans Blanche-Neige et dans sa quête de beauté qui a toujours une contrepartie. Donc on va transformer le rouge en noir. Pour ça, juste une cuillère, ça suffit. Et on mélange bien le tout et d'un seul coup, notre potion va devenir noire. Bien, une fois que c'est fait, l'objectif maintenant, ça va être de rajouter la glycérine pour permettre que la poudre retombe plus doucement au fond. Alors faites gaffe parce que c'est vraiment un peu visqueux, donc pas en mettre de partout. Et une fois que c'est fait, on remélange. Maintenant que le contenu de notre potion est terminé, on va devoir la sceller. Pour ça, on reprend le petit bouchon et j'ai investi personnellement dans de la colle UV. L'idée, ça va donc être de bien fermer, ensuite de sceller le tout avec la colle et j'en mets une belle plâtrée justement, comme je vous dis, pour éviter d'avoir des appels d'air. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a juste à mettre sous la lampe. Pour l'instant, ça donne pas grand chose, je vous avoue. Je m'attendais à ce que ça rende mieux avec le noir, mais on verra. L'idée, c'est vraiment d'avoir une potion qui a un côté néfaste, en fait, de se dire on est en quête de beauté, mais attention, le côté succulent de la pomme peut cacher quelque chose de beaucoup plus noir. C'est un peu l'idée que je me fais, ok? Vous avez compris. Une fois que c'est fait, je vais ajouter aussi de la corde tout autour pour pouvoir avoir un côté potion un petit peu vieilli, et on va mettre ensuite la cire. Pour la corde, du coup, je vais rester sur quelque chose de classique, donc j'en prends une bonne plâtrée, et je vais enrouler ma potion avec. Donc l'idée, c'est que je fais un petit peu une boucle comme ceci, je la maintiens sur la potion, et j'entoure. Et une fois qu'on a fait bien le tour et qu'on a serré, on récupère l'extrémité, on fait passer dans la boucle, on récupère ici, et tout en gardant serré, on vient tirer de l'autre côté. Je coupe à ce niveau-là, et je continue à serrer. Et je coupe ici. Et voilà donc pour la corde de jute qu'on a rajoutée. Maintenant, on va mettre dessus la cire pour sceller vraiment la potion. Bien sûr, toujours un petit peu de thé pour accompagner ceci. Du coup, on allume la petite bougie. J'ai dit on s'allume. Et donc au niveau de la couleur, je pense que pour rester dans le thème de la nature, de l'arbre, etc., je vais rester sur du vert. Alors j'hésite entre plusieurs couleurs, vous verrez peut-être pas bien la différence, mais il y a celui-là qui est beaucoup plus clair en fait, et je pense que je vais partir sur le plus foncé. Alors j'avoue que c'est pas le plus amusant parce qu'en fait, faut attendre que ça chauffe et c'est assez long, donc là j'en ai mis 5 cachets, on va le mettre ensuite tout autour de la potion, et on va le fixer avec la pomme dessus. Normalement, ça devrait pas bouger. L'idée, ça va peut-être être de le faire en 2 temps pour vraiment que ça coule au niveau du bord et se rapprocher ensuite du centre. Donc là, ça a l'air plutôt pas mal. Donc je commence sur les bords. Peut-être pas assez chaud. Oups. Et je reviens au centre. Et donc je viens coller aussi la pomme. Et voilà ce que ça donne du coup pour ma potion terminée. J'espère que vous verrez bien. Je me suis bien mis au soleil, puissiez voir du coup le rouge de la potion qui est assez intense. Encore, je pense que la poudre n'est pas toute tombée. En tout cas, j'étais pas très convaincue au début, mais le fait de mettre l'étiquette, ça embellit la chose et ça fait toute la différence sur la potion. Je pense que je vais me mettre à me faire quelques étiquettes aussi pour en avoir du stock qui soit de ma création et pas juste ce que j'ai pris sur internet. En tout cas, je suis plutôt assez fière. Je la trouve vraiment très très jolie. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Mais je suis finalement assez fière de ma petite création. Franchement, j'adore. Comme là, je vous disais, on voit bien que c'est rouge et une fois qu'on secoue, eh bien la potion, elle devient toute noire. C'est totalement l'effet que je voulais. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais en tout cas, j'adore. Ce petit atelier potion étant terminé, je vais me remettre à la lecture de cette petite chose. Enfin, je dis petite chose, mais ça fait quand même... Attendez, je viens d'avoir un truc merveilleux là. Ici, il y a le set de potions du personnage principal. Bref, donc je disais, je vais me remettre à la lecture des Héritiers du Chaos et j'espère en tout cas que ce petit atelier potion vous a plu. Et nous, on se retrouve un petit peu plus tard pour un nouvel update et surtout une nouvelle activité witchy. Et je suis de retour pour un nouvel update. J'ai pas mal de choses à vous raconter et pas beaucoup le temps, donc peut-être que je ferai cette séquence en 2 fois. Déjà, il faut que je vous raconte une petite anecdote qui m'est arrivée ce lundi matin parce que j'ai fait un remake de Poltergeist et je me suis dit que ça serait une bonne anecdote à vous raconter étant donné le thème un petit peu surnaturel et witchy de ce vlog. En fait, ce qui s'est passé, c'est que lundi matin, donc j'ai mon réveil qui sonne tranquillement, c'est juste que là, rien d'alarmant. Mon chat a miaulé un petit peu plus tôt que prévu aussi, donc j'étais déjà réveillée. Et puis il était même pas 7 h du matin quand je me suis calée avec mon café.
café sur mon canapé, tranquillou, avant d'aller bosser. Je me mets une petite vidéo sur YouTube, je décide, quoi de plus normal, de me mettre une enquête paranormale. Ne me jugez pas sur mon programme du lundi matin, vous allez entendre la suite et à ce moment-là, vous aurez le droit de me juger. Et dans cette enquête paranormale, ils vont dans un orphelinat abandonné, ils sont en contact avec une médium qui les prévient que c'est un environnement avec énormément d'enfants. Il y a aussi des bonnes sœurs qui s'occupaient en fait de ce lieu-là et les bonnes sœurs sont un petit peu autoritaires, un petit peu acariâtres et des personnalité, on va dire, parfois un petit peu virulente auprès des enfants. C'est une chose très importante à noter. Donc la célèbre youtubeuse que je suis va dans cet orphelinat abandonné avec son invité, commence l'enquête et il semblerait qu'ils arrivent à avoir un contact avec un enfant. Le contact est assez vite rompu et l'hypothèse qui émerge dans l'équipe, c'est qu'il y a une bonne sœur qui est présente au même moment et qui interdirait un petit peu aux enfants en fait de communiquer avec ces gens-là. Et donc la youtubeuse, qu'est-ce qu'elle fait? Elle chope son petit appareil et elle dit « Ma sœur, si vous êtes parmi nous, manifestez-vous ». Et je vous mens pas, au même moment, ma télé qui commence à péter un câble, elle me fait un rugissement du tonnerre, il y a aucune image sur l'écran à part des taches vertes de partout, bref, c'était un bruit assourdissant, et pendant une fraction de seconde, je n'ai rien dit en mode « qu'est-ce qui m'arrive ?» Et puis, les rouages dans mon cerveau se sont actionnés, et surtout mon imagination débordante suite aux nombreux films d'horreur et enquêtes paranormales que je regarde, ont commencé à me faire péter un plomb, et je me suis mise à hurler. Je rappelle qu'il était même pas encore 7h du matin, et que j'ai mon copain qui est en train de dormir dans la chambre. Je sais pas, j'ai eu tellement peur, en fait, je me suis dit « ça y est, il y a un esprit dans ma baraque qui s'est manifesté au même moment. » Et là, j'ai mon copain qui débarque à la va-vite dans le salon en mode totalement paniqué et surtout en caleçon parce que, je le répète, il est en train de dormir. En plus de ça, je peux même plus éteindre la télé avec la télécommande, je suis obligée de couper la multiprise. Bref, une fois que j'ai déconnecté la multiprise, je me suis effondrée sur le sol en pleurs. Mon copain, il a pas compris ce qui se passait, mais je lui ai juste dit, je regardais une enquête paranormale et ça s'est coupé au même moment que la manifestation qu'elle demandait et du coup, j'ai paniqué. Je me suis mise à pleurer toutes les larmes de mon corps pendant 10 minutes. Il a dû me consoler. Comme quoi, je le dis souvent, j'aime énormément les films d'horreur et les enquêtes paranormales, mais je suis pas bien courageuse. Bien, je vous ai raconté ma petite anecdote, maintenant on va parler de cette lecture. Donc j'ai continué Les héritiers du chaos de Laura S. Wilde. Je suis rendue au chapitre 22, page 213, à peu près à la moitié du roman, et c'est à ce moment-là qu'on rencontre les vampires pour la première fois. Donc en soi, le résumé du roman, on l'atteint à peu près à la moitié. C'est ce qui me fait dire que ce tome 1 sera peut-être un petit peu introductif, le temps de nous placer, on va dire, les différents clans qui sont au nombre de 3, il y a les sorcières, vampires et démons. Pour l'instant, pas de traces des démons, mais peut-être que ça va venir sur la fin. Donc effectivement, le temps de nous placer le contexte, la malédiction, etc., les événements aussi déclencheurs, peut-être que ce tome 1 sera un petit peu introductif, mais pour le moment, j'accroche encore beaucoup, donc c'est bon signe. Et si vous vous souvenez bien, je vous disais que les vampires étaient tous endormis à cause de la malédiction, donc de la puissante grande sorcière Hazel, et il y a un élément qui va faire qu'ils se réveillent. À partir de ce moment-là, je vous dirai plus vraiment ce qui se passe parce que on va dépasser un petit peu le résumé, donc je vais me taire et juste vous parler un petit peu de mes ressentis. Déjà, ce que j'aime beaucoup, c'est que on a le point de vue de ce qui va être, je suppose, le love interest de notre chère Neva. Donc on a des vampires qui sont plus sanguinaires, plus mauvais, et j'aime bien retrouver ce type-là. Vous savez que moi, les vampires qui brillent au soleil, c'est pas mon kiff. Et ce que j'aime beaucoup, en fait, ce qui me fait particulièrement sourire, c'est les interactions entre les deux et les pensées que va avoir le vampire sur Neva, parce que forcément, vous allez avoir des choses qui se passent entre les deux. Rien, en tout cas, de romancé pour l'instant, et c'est ce qui me fait encore dire qu'on va être sur du slow burn, je pense, même si j'ai un petit peu peur d'un trope que j'aime pas beaucoup. Et donc la vision qu'a ce vampire de Neva, ça me fait bien sourire en fait, parce que je vous le disais, Neva c'est pas quelqu'un d'irréfléchi non plus, mais elle sait un petit peu voir la position dans laquelle elle est. Et là, quand elle va être entourée de vampires, elle sait qu'elle est pas du tout à son avantage. Donc en soi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas pas leur tenir tête, parce que là du coup, moi j'aurais dit mais c'est pas crédible, attends, c'est des vampires surpuissants, toi tu viens de débarquer, il se passe des choses et tout, tu n'as pas l'avantage, tu vas pas commencer en plus de ça à te montrer plus haut que ce que tu n'es. Donc elle comprend bien en fait que elle a pas trop le choix. Donc elle fait des choses qui peuvent sembler surprenantes, notamment du point de vue des vampires. Mais ouais, mais quand tu prends le point de vue de Neva, c'est qu'en fait, c'est soit ça, soit elle prend le risque de se faire déchiqueter, en fait. Donc, à choisir, c'est assez vite fait. Donc, double point de vue, je suppose, pour le reste de ce tome 1, bien que le point de vue de Neva soit majoritaire, je pense. La seule chose qu'on nous parle pas pour l'instant, c'est les espèces démoniaques. On sait qu'il y a les 3 clans donc qui étaient en guerre, on a vu les sorcières, on commence à voir le clan des vampires, mais pour les démons,
pas de nouvelles. Et il y a un truc que j'aime pas retrouver dans les romans Tessie, c'est par exemple quand il y a la rencontre avec le protagoniste masculin, la première chose qu'on nous dit c'est « Oh là là, j'ai des papillons dans le ventre, oh là là, il est trop beau, je n'arrive pas à résister ». Et c'est pareil du point de vue masculin, là on l'a pas. On nous précise que le vampire est séduisant, mais parce que c'est les vampires en tant qu'espèce qui sont très charmants parce qu'ils attirent leur proie comme ça. Mais on n'a pas vraiment ce côté où ça y est, c'est inexpliqué, on a une forte attirance, etc. On comprend qu'il y a quelque chose entre les deux. Ils sont liés, notamment parce que je vous disais que Neva, elle entend une voix. Donc on sait qu'il y a quelque chose derrière, mais c'est pas complètement irrationnel dans la manière où c'est amené. Et en plus de ça, je suis très intriguée de connaître finalement le lien qu'a Neva avec cette grande sorcière qu'on appelle Hazel et qui a mis fin à la guerre. Parce qu'elles sont très ressemblantes physiquement, mais pourtant elles sont diamétralement opposées. Donc je suis très curieuse de savoir pourquoi elle a cette affiliation-là avec elle. Je pense aussi que le titre du roman n'est peut-être pas anodin. Généralement, le titre d'un roman n'est jamais anodin non plus. Je vais m'arrêter là pour l'update lecture parce que je pense que j'ai pas grand chose de dire de plus et j'ai pas envie de me répéter comme j'ai l'habitude de faire. J'espère juste que ça va un petit peu s'accélérer au niveau des événements et cette mission qu'ils ont en commun, que ça va commencer à un petit peu plus bouger et qu'on aura plus de péripéties parce que pour l'instant, c'est vraiment assez introductif, même si je matche tout à fait avec ce qui nous est présenté. Je n'ai malheureusement pas le temps de faire la petite activité de sorcière parce que je vais devoir retourner travailler, mais je vous retrouve tout de suite après la fin de ma journée pour pouvoir faire une petite spell jar. Et me revoici après ma journée de travail pour enfin faire ensemble ma spell jar. Alors la spell jar, qu'est-ce que c'est? C'est généralement un petit flacon où vous allez mettre des ingrédients pour y poser une intention et récupérer une certaine énergie pour pouvoir vous accompagner dans certains moments. La définition du spell jar, c'est sûrement pas ça, mais bon bref, c'est la mienne. Et j'avais envie de faire aujourd'hui un petit rituel sur plutôt la paix intérieure, l'estime de soi, etc. Donc j'ai récupéré pas mal de petits ingrédients et on va voir tout ça. Comme je vous le disais, c'est quelque chose d'assez personnel et intime, donc je vais pas vous montrer l'intégralité du rituel, mais quelques brides comme ça quand j'ajoute les ingrédients. Dans un premier temps, je vais faire quelque chose que mon chéri déteste. Je vais allumer de l'encens pour pouvoir purifier mon flacon. Ensuite, on va intégrer progressivement nos ingrédients en y posant nos intentions. Je vais commencer par y mettre de la terre pour symboliser cet ancrage, du coup, à notre planète. Après la terre, je vais rajouter un petit peu de lavande, parce que la lavande, il y a un côté purification, nous purifie un peu des énergies négatives qu'on peut avoir. Et oui, j'en mets beaucoup de la lavande parce que franchement, je suis mon propre détraqueur. J'ai énormément de pensées négatives envers moi-même, donc ça sera pas du luxe. On continue avec les ingrédients et cette fois-ci, je vais mettre des boutons de rose pour symboliser l'ouverture du cœur et cet amour qu'on se porte à soi-même. Et je vais mettre aussi un petit peu d'anis étoilé pour apporter un peu un rayonnement et une certaine confiance en soi. Pour renforcer le tout, vous pouvez mettre un petit message à l'intérieur de votre spell jar. Et on arrive du coup à la fin, j'ai l'intégralité de mes ingrédients dans ma spell jar. Il me reste plus donc à sceller le flacon. J'ai allumé mon chauffe-cire et pour rester dans cette optique d'amour de soi et de tendresse, je vais mettre du rose clair. J'en mets 5, je pense que ça va suffire. On ferme donc le petit flacon avec le bouchon en liège et une fois que la cire est bien chaude, on va le verser. Et voici donc ce que ça donne pour ma spell jar qui est enfin terminée. Une spell jar pour la paix intérieure et l'amour de soi, chose que j'ai grandement besoin quand même. Je vous avoue que c'est pas quelque chose que je fais habituellement, les spell jars, j'en fais même pas du tout en vrai. Mais là c'était bien sûr l'occasion de faire une petite activité witchy tous ensemble et bien sûr la spell jar, c'est quand même un classique. Étant donné que le soleil a décidé de se faire la malle très rapidement, il est temps que j'arrête cette update là. On se retrouve en tout cas tout de suite pour vous, mais demain pour moi, on sera le 31 octobre, donc ça sera Samhain, un événement assez particulier puisque ce sera un sabbat des sorcières. Et j'aurai aussi, j'espère, terminé les héritiers du chaos de Laura S. Wilde, donc on en parle demain. Et me voici de retour pour le tout dernier update de ce vlog. Nous sommes aujourd'hui le 31 octobre, il s'agit de Samhain pour les sorcières et de Halloween pour le commun des mortels. Je nous ai prévu une petite activité witchy, mais tout d'abord, je vais vous faire un petit update sur les héritiers du chaos de Laura S. Wilde. Je l'ai terminé ce roman, je savais pas si j'allais vous reprendre un peu avant la fin, mais finalement, je l'ai enchaîné hier soir. On part sur un trope que j'aime pas forcément et sur un protagoniste masculin où c'est
Toucher and Die. On se moque pas de mon fabuleux accent anglais, s'il vous plaît. Donc nous sommes avec un protagoniste masculin qui est ultra possessif, mais aussi ultra dominateur, puisqu'en même temps c'est un roi vampire. Donc il exige un certain respect et une soumission aussi clairement de la sorcière, qui n'est pas prête à lui donner. Il y a ce jeu aussi qui commence à être mis en place entre les deux protagonistes, et du coup chacun y trouve un peu du plaisir. Puisqu'on est avec la romance qui tient une place essentielle, ça arrive très vite, c'est très facile aussi selon moi. Mais à ne pas oublier que nous sommes aussi ici dans une romantécie, donc bien sûr que la romance allait prendre une place essentielle. Pour ceux qui n'aiment donc pas la romance, vous n'aimerez pas, je pense, ce roman. Même si on est sur quelque chose d'assez vu et un trope que j'aime pas forcément, j'ai réussi à m'attacher aux deux protagonistes. Je trouve ça un peu marrant, les interactions entre les deux. Et il y a dans cette plume finalement quelque chose d'assez addictif pour m'avoir tenu en haleine jusqu'à la fin, avec ce sentiment que je n'avais absolument pas envie de lâcher mon bouquin. Par contre, je précise aussi, et pour moi c'est plutôt positif, il y a un feu sur 3 sur la couverture. En réalité, il n'y a absolument aucune scène spicy. Il y a aussi un parti pris sur la romance que moi personnellement j'ai bien aimé. J'ai bien aimé la construction et la finalité de tout ça. Les révélations finales sur l'intrigue de fond, eh bien j'ai été assez surprise finalement parce que je m'y attendais pas. J'avais pas forcément d'hypothèse qui allait dans ce sens-là. Même si j'avais une petite idée sur un truc, c'était pas tout à fait arrêté en mode tiens c'est lui qui a fait ça ou c'est lui qui a fait ça. C'est ce qui me fait dire finalement que le tome 1 est une grosse introduction finalement à l'univers, à la relation entre les deux protagonistes, en nous posant finalement ses missions de vie un petit peu et ses péripéties et éléments perturbateurs, on va dire, qui vont donner lieu à quelque chose de beaucoup plus grand dans le tome 2. On nous amène d'ailleurs cette petite chose dans la fin du tome 1 avec une beaucoup plus grande ouverture sur les clans qui, moi, m'intéresse énormément en fait. Donc j'espère que ça va être la direction qu'on va prendre sur le tome 2 parce que oui, je suis quand même très curieuse. J'ai bien apprécié ma lecture. Toute la première partie, j'ai été franchement intriguée. La seconde, on est plus centré sur la romance et même s'il y a des choses qui me déplaisent, eh bien j'étais quand même assez addict à ma lecture. Donc je reste hyper curieuse de lire la suite et d'en découvrir davantage sur les 3 clans, d'en découvrir davantage sur la position de Neva et comment elle va réussir à aligner tous ces différents aspects de sa vie. Tout ça avec un petit chat trop mignon qui pour moi a fait sensation. Donc en conclusion, je dirais que c'est une très belle découverte, bien qu'introductif et ça ne plaira pas à tout le monde, surtout si vous n'êtes pas fan de la romance. On est sur de la romantécie, donc là forcément la relation entre les deux protagonistes va prendre une part essentielle, surtout c'est la deuxième moitié. Il y a un peu des clichés par moment, mais je trouve qu'ils ont été quand même assez bien installés et pour moi, bah écoutez, ça a bien matché. Franchement, des fois, il n'y a pas plus, c'est au feeling, c'est on match ou on matche pas. Je pense que j'étais dans une bonne humeur aussi pour pouvoir le lire et ça m'a fait passer un agréable moment. Je suis hyper curieuse donc de découvrir la suite. Donc merci à la maison d'édition Hugo Roman de m'avoir fait confiance pour découvrir ce roman et vous en parler dans cette vidéo. Et on va passer maintenant à ma petite activité de sorcière. Je me suis rendu compte que j'aimais énormément faire des loisirs créatifs et là j'ai vu un tuto pour faire ses propres balais. Donc je suis allée chercher en bas de chez moi des morceaux de bois et l'idée c'est qu'on fasse donc un balai. Donc pour ça j'ai ramassé donc des morceaux de bois, j'ai pris de la corde de jute qui va nous servir à faire le balai, le bas du balai quoi. Du vernis à colle pour pouvoir coller la corde de jute mais je suis pas sûre que ça tienne donc j'ai quand même ma colle UV à côté. Et j'ai pris des petites babioles comme ça pour pouvoir agrémenter on va dire le balai et le décorer. Alors je prends mon morceau de bois, je pense que je vais le couper, il est un petit peu trop grand. Je vais prendre celui-là, j'ai passé un coup de papier pour poncer histoire que ça soit un petit peu plus nettoyé. Et voilà donc je viens de passer un petit peu le papier dessus, il est beaucoup plus net. Alors l'idée c'est pas d'avoir un bâton trop droit et que ça reste plutôt naturel. Ensuite on prend notre corde de jute, alors j'ai vu qu'elle l'enroule autour de ses doigts pour pouvoir faire la hauteur finalement du balai. Je pense que je vais faire comme elle, je vais prendre à peu près comme ça. Et le but c'est d'enrouler, enrouler pour avoir vraiment une bonne masse qui va constituer le bas de notre balai. Je vais enrouler comme ça rapidement. Je sais pas si c'est suffisant là, je pense quand même, non? Je vais faire encore 2 tours. Donc je coupe. Voilà, je finis d'enrouler. On va mettre ça de côté. Je prends un autre bout pour pouvoir faire un nœud histoire que ça bouge pas. Donc normalement ça devrait vous donner ceci. Alors on le met bien comme ceci parce qu'on va venir couper l'extrémité. Donc normalement ça devrait donner ceci. L'idée ça va être de le plier à nouveau et en fait de coller le bâton juste là. Donc techniquement un petit peu de glu par là et on serre le tout. Et ben je suis triste pour ma nappe. Bon après avoir détruit ma nappe, je pense que je vais rajouter un petit bout de corde de jute là pour vraiment que ça tienne. Donc je vais en couper un peu. Je vais le faire passer ici. Je pense que je vais faire un double nœud pour être sûr que ça tienne. Bien vérifier aussi, je pense que la corde de jute elle aille un peu de partout, que ça soit
soit uniforme. Je pense qu'on est plutôt pas mal là. Donc double nœud pour que ça tienne bien, comme ceci. Ça commence à avoir de la tronche. J'ai quand même mettre un coup de glu pour être sûr que ça tienne. Je suis franchement deg pour ma nappe. En même temps, vous me diriez pourquoi je fais du loisir créatif sur ma nappe directement. Bon, une fois que ça c'est fait, on va couper ce qu'il y a à ce niveau-là pour pouvoir avoir cet effet un petit peu de balai. Et voilà du coup pour le balai. Bon, c'est loin d'être terminé. Je pense que maintenant il y a juste à décorer. Mais bon, ça commence à ressembler à quelque chose, non? Je vais juste égaliser à certains endroits, mettre là une petite décoration parce que du coup on voit le point de colle et je vais essayer de voir si je peux pas mettre autre chose aussi à ce niveau-là. Donc c'est parti, je vais égaliser comme je le disais, je coupe un peu ici, un peu là. J'ai récupéré ceci aussi, je me dis que ça peut être très joli de faire le tour. Du coup, je me dis que ça peut être sympa si j'arrive à faire le tour comme ça. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Soit je le mets ici, soit alors j'en fais le tour peut-être par ici, comme ça, pour que ce soit un petit peu sympa. Je pense que je vais plutôt le mettre à ce niveau-là pour ajouter un petit peu de déco. Et là, je vais plutôt mettre quelque chose d'autre. Donc, je vais commencer par cette partie-là. Pareil, je vais mettre un petit peu de colle, très légèrement pour éviter encore une fois de dégueulasser ma nappe. Et je viens du coup l'enrouler, je tiens et je vais mettre direct sous la lampe. J'ai plein de petits bijoux là que je pourrais mettre justement, je trouve que ça pourrait bien rendre. Ok, j'ai opté pour une étoile comme ça avec la petite lune et éventuellement je rajouterai une petite étoile. Pour la lune, je vais juste l'accrocher ici avec un petit anneau. Ça c'est toujours une partie un petit peu plus délicate, je pense que je vais l'accrocher par là. Du coup je pense que je vais faire pareil à ce niveau-là, je vais mettre un anneau et je vais le laisser pendre. Du coup comme je disais, je le fais passer ici, j'y mets mon petit bijou et à nouveau, il n'y a plus qu'à fermer. Et voici donc mon petit balai de sorcière terminé. J'ai rajouté en haut du coup mon petit bijou de lune et en bas vous retrouvez l'autre bijou. Bon finalement il est plutôt sympa quand on regarde comme ça, je trouve que pour une première c'est pas trop mal. Une petite activité en tout cas, très rapide à faire, pas trop compliquée. En soi j'ai pas voulu mettre trop de babioles, je trouve que plus c'est simple et plus c'est joli aussi. Je pense que je vais le mettre en déco dans ma bibliothèque. Et voilà, nous arrivons déjà à la fin de cette vidéo et j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu, bien que ce soit un concept un petit peu différent de ce que je propose d'habitude. Dites-moi s'il y a certaines activités que vous préférez à d'autres. Je remercie encore chaleureusement la maison d'édition Hugo Roman de m'avoir fait confiance dans le cadre de cette collaboration et pour la découverte des héritiers du chaos. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout de la vidéo et que vous ne savez pas quoi mettre, eh bien je vous invite tout simplement à mettre un petit balai en référence à cette dernière activité qui ma foi m'a bien plu quand même. Et moi en attendant la prochaine vidéo, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao!